Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. Hervé Choseville à l'antenne, toujours ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Émission exceptionnelle aujourd'hui puisque, comme vous le savez, de temps en temps, j'ai un invité. Et aujourd'hui, j'ai un invité en la personne de M. Sansonetti, Charlie de son prénom. Bonjour Charlie. Bonjour. Avant de parler à Charlie, je voudrais dire juste deux mots très brefs de l'actualité parce que j'ai suivi avec la plus grande attention la conférence de presse qu'a donnée le président Macron et son homologue camerounais à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Il se trouve que ces jours-ci, le président Macron effectue sa première visite en Afrique depuis sa réélection. Et la vue de ces deux présidents m'a inspiré beaucoup de pensées que je voudrais partager avec vous. Emmanuel Macron est né en 1976, je crois. Le président qui le recevait et avec lequel il a donc donné cette conférence de presse est devenu Premier ministre du Cameroun en 1975, un an avant la naissance d'Emmanuel Macron. Il est devenu président du Cameroun en 1982 et depuis lors, il a été constamment réélu. J'ai oublié de dire que le président Paul Biya est né en 1933. 1933, ce qui veut dire qu'il aura bientôt 90 ans. En février prochain, il aura 90 ans. Durant la conférence de presse, une journaliste de RFI a eu l'outrecuidance de lui demander s'il avait l'intention de se représenter en 2025. Et il a fait une réponse très évasive, en disant qu'on n'en était pas encore là, qu'il restait 3 ans pour finir son mandat et qu'il répondrait à cette question en 2025. Voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse parce que j'ai souvent parlé sur ces ondes des dinosaures africains. Et il en reste quelques-uns, et M. Paul Biya en est un prototype magnifique, parce que, franchement, depuis 1975 aux affaires, à l'époque où Giscard d'Estaing était président, élu en 82 quand Mitterrand était président, le Cameroun, depuis son indépendance en 1960, a eu 2 présidents, M. Biya et son prédécesseur Amadou Ahidjo, tandis que la France, dans le même temps, en a eu 8. Voilà, je referme la parenthèse. Nous allons maintenant passer à l'Arménie, à l'Artsakh, parce que M. Sansonetti est corse, mais a aussi des origines arméniennes. Ce n'est pas un ami de 30 ans, mais c'est un ami, et depuis un certain temps déjà, et nous avons collaboré ensemble pour créer l'association d'amitié Corse-Arménie que nous avons créée l'année dernière. Voilà, Charlie, je suis heureux de vous recevoir aujourd'hui parce que nous sommes dans un contexte où la guerre d'Ukraine est surmédiatisée, et c'est normal, je dirais, c'est normal, mais vous comme moi, nous ne pouvons pas nous empêcher de ressentir un brin d'amertume en pensant à la couverture médiatique qu'il y avait eu autour de la guerre des 44 jours, il y a 2 ans. Est-ce que vous voulez élaborer là-dessus? Bien sûr. D'abord, je veux dire que je suis très content de participer à cette émission, d'avoir l'opportunité de nous parler, d'échanger. Et concernant l'actualité, de mon point de vue, c'est vrai que la guerre d'Ukraine est dans la continuité directe aussi par les protagonistes. Et le type d'armes et des stratégies, la géopolitique elle-même. Il ne faut pas oublier la position de l'Ukraine. C'est un peu comme nous en Méditerranée. Nous avons une frontière commune avec le Maghreb qui est la mer. Et qu'est-ce qu'il y a entre nous et la mer et le Maghreb? Il y a la mer. C'est une frontière naturelle qu'on oublie toujours, quelle que soit sa distance. Avec l'Ukraine, en face, il y a la Turquie. Et il y a ce monde-là
qui n'est pas étranger dans son histoire et dans l'histoire de l'Ukraine. On le voit bien dans les peuples et dans les derniers 1000 ans qui se sont succédés. On voit bien les rapports étroits qu'il y a dans cette... Aujourd'hui même, la position de la Turquie est très étroitement liée aux intérêts d'influence qu'ils peuvent avoir sur la politique russe. Il n'est pas anodin de voir la Turquie jouer ce jeu dans, bien sûr, son intérêt qui est d'être une force régionale très influente, et donc d'arriver à jouer sur ces thèmes historiques liés à l'histoire de l'Ukraine. Me tromperais-je beaucoup si j'ose affirmer que le président Recep Tayyip Erdogan est le grand gagnant de la guerre d'Ukraine? Il tire en tous les cas il tire les bénéfices de mon point de vue de ce qu'il a expérimenté en plus petit avec la guerre d'Artsakh. Finalement, on ne peut pas imaginer, on en parlait un peu entre nous, mais dans la réflexion, si on se met à la place globalement des options sur lesquelles jouent les hauts dirigeants, ils sont quand même dans leur secret, dans leur tête. On peut imaginer que Poutine est quelqu'un qui, tu le disais, pouvait tomber un peu dans un piège, mais de son point de vue, ce n'est pas un piège, c'est une prise de position. C'est un peu un jeu d'échecs où on prend des pièces, où on joue une partie. On se demande si en Artsakh, Recep Tayyip Erdogan était aux commandes réellement d'exercices militaires qui ont précédé cette guerre et qui a déplacé son état-major turc pour prendre les commandes d'une guerre déclenchée sur l'ancien terrain d'influence de Poutine. Or, l'Azerbaïdjan, dans les 3 républiques caucasiennes, est quand même la seule qui n'a plus de présence militaire russe sur le terrain. Le piège presque tendu par Poutine est un peu, à l'époque, de mon point de vue, est un peu on donne carte blanche à la Turquie pour régler le problème non résolu de l'Artsakh, qui est quand même une prise de position arménienne prédominante issue d'une contre-attaque et d'une injustice flagrante au début des années 90 sur la guerre, sur la première guerre d'Artsakh, et on se rend compte quand même qu'il faut mettre un terme à ça, parce qu'il y a des pourparlers qui sont sous influence occidentale, et il y a aussi la Russie qui veut jouer son rôle de négociateur, ou en tous les cas de ne pas être exclu de ça. Il n'en est pas question, puisqu'il est dans une logique de reconquête. Mais quand je disais que Erdogan était le grand gagnant de cette guerre, je parlais d'un point de vue diplomatique, ou de, comment dirais-je, de virginité diplomatique. Parce qu'il y a 2 ans, ou moins de 2 ans, Erdogan était encore presque un paria quand même. Il avait osé acheter des missiles russes, bien que la Turquie soit membre de l'OTAN. Il avait soutenu, comme vous venez de le souligner, l'Azerbaïdjan dans sa guerre d'agression contre l'Artsakh et contre l'Arménie. Il avait provoqué la crise des migrants dont il s'est servi comme pour exercer une pression sur l'Union européenne. Rappelons-nous la crise de Lesbos. Je ne manquerai pas non plus de parler, mais ça c'est pas récent, c'est vieux, ça date de 1974, et on a célébré le 48e anniversaire, 48e anniversaire, il y a quelques jours, l'invasion de Chypre, qui n'est toujours pas résolue. Rappelons que Chypre est un pays membre de l'Union européenne, 38% de son territoire est occupé illégalement et colonisation de peuplement par la Turquie. Donc Erdogan, en plus,
avec sa politique néo-ottomane et islamiste, parce que il est quand même issu d'un parti proche des frères musulmans. Erdogan n'était pas en odeur de sainteté. Et aujourd'hui, il est le grand médiateur, celui qui va sauver le monde de la famine, parce qu'il a réussi à convaincre Russes et Ukrainiens de signer un document pour laisser passer les céréales. Donc c'est pour ça que je dis que c'est le grand gagnant. Puis en plus, il gagne de l'argent, parce qu'il vend des drones à l'Ukraine, tout en étant ami-ami avec Poutine. Il est le grand gagnant parce que c'est, comme on disait, c'est un peu dans la continuité de cette logique-là. Il est aussi un partenaire incontournable de l'OTAN. On voit très bien comme membre de l'OTAN. Voilà. Et donc, principale armée de l'OTAN, voilà, après celle des États-Unis. Voilà, la deuxième armée de l'OTAN. Donc, quelque part, quand je dis incontournable, dans ce sens-là, c'est que politiquement, il a quand même les mains libres. Quand on parle des céréales, on parle du détroit et des accords qui donnent le débouché. Donc ce débouché-là, on voit très bien qu'il a pu, et c'est pas innocent, en fait, régler le trafic comme son bon vouloir. C'est-à-dire laisser passer certains bâtiments militaires et pas d'autres, aussi bien du point de vue russe que du point de vue ukrainien ou de l'OTAN, donc, et aussi bien aussi dans les deux sens pour les navires marchands. Et les céréales sont devenues une pression stratégique immense. Maintenant, il faut bien voir que l'issue aussi, dernièrement quand même, il y a des nouvelles qui sont très étranges. Ils recommandent des S-400 à la Russie en même temps, dans le même temps. C'est-à-dire qu'un membre de l'OTAN comme ça, aussi important, continue à s'armer dans un système de défense anti-aérien de ses propres alliés. C'est très étrange. Mais il ose quand même passer à l'acte militairement dans le même temps de cette guerre-là en Syrie, en faisant une bataille réellement contre les Iraniens, qui eux ont réagi sur la solidarité ou sur le... Et contre les Kurdes, qui étaient quand même les alliés, enfin nos alliés, les alliés de l'Occident. Bien sûr. Donc, quelque part aussi, l'Arménie est un peu ce nœud où l'Iran vient de se prononcer sur les frontières incontournables et préservées de l'Arménie, qui est un sanctuaire pour les Iraniens. Et de l'Azerbaïdjan. Et donc de l'Azerbaïdjan, enfin, du même titre, c'est-à-dire, voilà. Mais de toute façon, l'Artsakh n'a pas d'autre solution que d'être historiquement il n'y a pas de solution pour remettre en cause l'ordre établi des frontières telles qu'elles se Mais est-ce que c'est pas un peu avec amertume qu'on dit ça? Parce que ces soi-disant frontières internationales qui sont reconnues comme telles depuis l'éclatement de l'Union soviétique, n'oublions pas qu'elles ont été dessinées par Staline et par les apparatchiks bolcheviques. Et que l'Artsakh, historiquement, n'a pas toujours été une enclave au milieu de l'Azerbaïdjan. Qu'il y a eu autrefois une continuité territoriale entre Artsakh au Karabakh donc, et Arménie. Oui, mais alors, là je te reprends Hervé, c'est justement la question, c'est toujours de savoir si les frontières, l'ordre international n'aime pas remettre en cause les frontières. C'est l'éternel dilemme. C'est soi-disant disons, source de conflit. Mais en même temps, on a créé le Soudan Sud. En même temps, on a créé le Sud-Soudan, qui a été soutenu pendant des années, enfin du moins la rébellion, par les États-Unis, par la CIA et par Israël, contre le régime militaro-islamiste de Khartoum. En même temps, on a créé le Kosovo, voilà, aux grandes dames de la Russie, qui était proche des Slaves de Serbie. Voilà. Donc, il ne faut pas se parer toujours de grands principes. Moi, je pense que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, comme disait Pascal Paoli, devrait toujours prévaloir par rapport au droit international des États. Et que tant les frontières héritées du colonialisme
et de la conférence de Berlin 1885, que celle héritée de l'ex-Union soviétique qui a disparu en décembre 1991 devrait être de temps en temps remise en cause. D'ailleurs, moi je suis persuadé que pour résoudre le problème de l'Ukraine, pour résoudre le problème de l'Artsakh, il faudrait une grande conférence internationale sur les frontières héritées de l'Union soviétique. Parce qu'il n'y a pas que ça. Là, aujourd'hui, on parle de la Crimée, on parle du Donbass, on parle de l'Artsakh, mais il ne faut pas oublier qu'il y a l'Ossétie du Sud, l'Abkhazie, la Transnistrie, le Daghestan, les conflits territoriaux entre le Kyrgyzstan et le Tadjikistan, etc. etc. C'est des poupées russes, c'est pire que des poupées russes, parce qu'on ouvre une poupée, il y en a une autre qui apparaît. Donc, moi, je crains quand même que les frontières soient instrumentalisées quand même par les grandes puissances, et c'est leur perméabilité, ou c'est en tous les cas le symbole de la frontière. Il ne faut pas oublier que des frontières existaient il y a ne serait-ce qu'un siècle et demi, sur des cartes qui faisaient partie de traités réels, mais il n'y avait pas les satellites, mais il n'y avait pas les choses. Et quand on regarde les premières, disons, estimations de population, ou en tout cas dans les archives des villages de tout cet Orient-là, ben, on voyait bien que les populations étaient des Laz, des Azéris, des Arméniens, des Kurdes, des Persans. Donc ces populations étaient mélangées au sein de villages par pourcentage. Et donc la frontière, elle était quand même très très perméable. C'était dans des montagnes. Chouchi était une ville multi-communautaire, multi-religieuse. Voilà. Donc, et elle porte les traces, toutes ces villes, tous ces villages ou ces villes portent les traces par leurs chapelles, par leur église, par leurs mosquées. Elles portent les traces des différentes strates de population. Bien sûr. Mais ce qu'on ne veut pas, et puis même quand on regarde culturellement, les chants, les instruments de musique, les danses, que ça soit depuis la Géorgie ou même en Géorgie, Tiflis c'était un carrefour culturel, une population d'Arméniens et d'églises, alors que les princes géorgiens étaient dans les montagnes, dans le pays. Donc, il faut voir quelle est l'importance. C'est un peu comme la Corse. C'est des montagnes qui sont quand même à des 4000, 5000 mètres. L'histoire de la Corse ne se limite pas à Pascal Paoli. Elle ne se limite pas à Napoléon Bonaparte. Il y a eu là aussi plusieurs strates. On ne peut pas occulter la période génoise qui a apporté peut-être de l'oppression, mais qui a apporté aussi de grandes choses. Oui. La période pisane, je parlais l'autre jour sur ces ondes de nos merveilleuses églises pisanes qui parsèment la Corse. Même la période romaine, paraît-il que les Romains ont commis un génocide en Corse lorsqu'ils ont envahi la Corse, mais malgré tout, ils ont apporté quelque chose, et des éléments de population. Donc on ne peut pas isoler, on ne peut pas couper l'histoire en rondelles de saucisson. Voilà, en tous les cas dans les montagnes, on a la trace de ça, et souvent dans les montagnes, on a l'importance, c'est un peu le fief, c'est un peu le cœur. Donc il ne faut pas s'étonner que en tous les cas, quand on va en Artsakh, en Arménie, on a conscience d'être en haut du toit du monde. On voit l'Ararat à plus de 5000 mètres, et on voit que c'est majestueux, mais on ne se rend pas compte qu'on est sur un plateau où la capitale de l'Arménie est déjà à plus de 1000 mètres. Oui, on est déjà au-dessus de la mer. Et que ce mont Ararat est en Turquie. Voilà, oui. Le plus haut sommet de Turquie. Oui, mais sauf que la Turquie n'en profite pas. Mais bien sûr, on le voit mieux d'Erevan que de Turquie. Elle l'a pillé, mais elle n'en profite pas parce que pour elle, l'Ararat est aux confins de... Alors, merci pour ce pont que vous venez de suggérer, là, parce que je sais que dernièrement, vous êtes allé en Arménie. Oui. Alors, moi aussi, je suis allé en Arménie, mais ça remonte à décembre 2020, c'était en plein hiver, et c'était juste après le conflit des 44 jours. J'aimerais avoir vos impressions. Quel est le moral de la population arménienne? Il faut rappeler que des milliers de jeunes Arméniens sont morts au front, que des centaines d'autres ne sont toujours pas revenus de captivité, prisonniers de guerre en Azerbaïdjan. Donc j'aimerais avoir vos impressions. Comment se porte l'Arménie aujourd'hui dans le contexte de cette guerre d'Ukraine? Alors,
on peut s'informer assez facilement quand même de ce qui se passe en Arménie actuellement. C'est vrai que le problème consécutif à la guerre est entier et est très douloureux. Toute la politique de l'Arménie en ce moment, et le Premier ministre Pachinian est quand même mis sur la sellette au jugé de ce qu'il pourra obtenir ou de ses agissements politiques ou de ses négociations qui sont à différents niveaux. On peut estimer que c'est à niveau international avec toutes les pressions qui sont, disons, à chaque fois concomitantes aux négociations qu'il peut avoir au jour le jour. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au jour le jour, il y a des tirs, il y a des violations d'un cessez-le-feu. On est dans une situation de guerre. On n'a pas de traité de paix, on est dans une situation de cessez-le-feu où l'Arménie est carrément sujette à être, si n'importe quel prédateur veut terminer le boulot, en gros, pour être vulgaire, il peut. Maintenant, la réalité quand on va en Arménie, bien sûr, avec la conséquence de la guerre des 44 jours, il y a eu plus de 40 000 comptes bancaires qui se sont ouverts, même pas 10 jours après le début de la guerre en Ukraine. Pourquoi? Parce que la longue histoire des Arméniens, de la présence arménienne en Ukraine est réelle, surtout dans l'est de l'Ukraine, que les familles arméniennes originaires d'Ukraine se sont réfugiées en partie aussi en Arménie, il y a des fois, par leur attache familiale ou originaire. Et puis, il y a le fait que la grande, disons, les gens, la bourgeoisie ou les gens aisés de Moscou et dans leur activité, qui ont été lésés par la situation de blocus ou de bancaire, ont tout de suite trouvé un appui très intéressant pour venir en Arménie. Et donc, ils ont ouvert 40 000 comptes bancaires et ils ont pris presque d'assaut le centre-ville où il y a 120 000 Russes qui sont dans la ville. Et on les voit parce que forcément les Arméniens sont plutôt petits et bruns et les Russes sont plutôt grands et blonds, on va dire, pour être un peu caricatural. Bon, justement, peut-être qu'on pourrait conclure cette émission en parlant un petit peu de l'hypocrisie européenne qui a imposé des sanctions à la Russie, mais Madame Ursula von der Leyen, la présidente, comment on l'appelle, présidente des conseils de l'Union européenne, s'est rendue à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, il y a une semaine, je crois, pour presque supplier le président Aliyev, Ilham Aliyev d'Azerbaïdjan, de fournir davantage de gaz. Je crois qu'ils se sont mis d'accord pour doubler les achats de gaz, voire même tripler, je ne sais pas. Et lorsque l'on sait que la compagnie azerbaïdjanaise de gaz appartient en grande partie à des intérêts russes, ça fait presque rire si ce n'était pas aussi triste. Et qu'est-ce qui est pire entre l'autocrate Poutine qui a agressé l'Ukraine et le dictateur Aliyev, fils de son père dictateur, qui a agressé l'Arménie et l'Artsakh? On change d'enseigne. Moi, j'ai l'impression quand même que les grands de ce monde, ou les puissants, ou les empires, sont dans une autre logique que la nôtre, que celle d'abord des plus petits pays qui font la guerre ou qui subissent la guerre à la place des grands. Oui, les Turcs ont fait la guerre en Artsakh, mais c'était les états-majors turcs, pas un Turc est mort. Les Turcs ont envoyé des avions de Turquie avec des djihadistes qui étaient pris en Syrie, etc. Donc ils savent même transporter à leurs frais de la chair à canon qui n'a rien à voir. Comme les Russes font avec Wagner en Mali et en Centrafrique. Voilà. Donc on observe quand même un jeu et on peut imaginer que pour les opinions publiques, on ait besoin de donner une certaine logique et on dit voilà, on n'achète plus de gaz à la Russie, on va l'acheter à l'Azerbaïdjan. Finalement, comme vous le disiez, l'Azerbaïdjan, c'est pas mieux. Ou c'est pas mieux. Voilà, on va conclure sur cette question de l'hypocrisie européenne qui profite finalement aux États-Unis qui vont pouvoir nous vendre leur gaz de schiste.
Et on va finir avec avec une très belle chanson arménienne. Et j'aimerais que vous nous disiez 2 mots de la chanteuse que nous allons entendre. Le hasard fait que la chanteuse, c'est ma fille Anaïs Sansonetti, vénaquaise et arménienne, qui a fait ses études dans une école franco-arménienne et qui a fait des études d'architecture et qui a été conduite à être l'architecte en chef de Tumo Gümri, qui est la capitale, la seconde ville d'Arménie, et Gümri qui est l'ancienne Alexandropole, Leninagan, là où il y avait eu le tremblement de terre il y a plus de 30 ans avec 35 000 morts, et qui a rénové le théâtre et qui a contribué à l'édification du centre Tumo. Donc elle fait partie de la formation arménienne Eijan. Elle a été recrutée par hasard. Magnifique trait d'union et conclusion, trait d'union entre la Corse et l'Arménie. Merci Charlie Sansonetti pour votre présence. Merci. On aurait pu parler encore pendant des heures, nous sommes limités par le temps et nous allons maintenant écouter Anaïs. Merci. À la semaine prochaine. Yara Devi